Bonjour et bienvenue au Régional de TVR 9, votre rendez-vous d'information régionale dans la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, Julie Lucier, mairesse de Saint-Charles-sur-Richelieu, fait le point sur l'avancement de la construction de la nouvelle caserne de pompiers. Ève-Maude White-Ulysse rencontre Gabriel Gaudreau, enseignant et marathonien. Sylvain Lapointe, directeur général chez Covabar, sur la difficulté des organismes communautaires en période d'incertitude politique. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour son bilan 2025 et sa vision 2026. Chronique loisirs avec Marie-Ève Brisebois au Festival Chaufferette. Finalement, Michel Abourousse, premier vice-président de la Légion canadienne d'Otterburn Park, pour souligner le 100e anniversaire de l'organisme. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cette nouvelle édition du Régional. Bonne émission! TVR 9, c'est votre source d'information locale et à chaque semaine, nous vous préparons un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. En débutant par la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent qui dresse un premier bilan positif de son projet ESIP en santé mentale et itinérance. Depuis son lancement en juin dernier, l'équipe de soutien à l'intervention psychosociale ESIP, composée d'un policier et d'un intervenant, est intervenue dans près de 200 appels. L'objectif, venir en aide à des personnes vivant une crise de santé mentale ou une situation d'itinérance directement sur le terrain. L'approche concertée a permis de désamorcer plusieurs situations, de réduire le recours au système judiciaire et d'assurer de meilleurs suivis. Autre donnée marquante, dans 70 % des appels liés à la santé mentale, les patrouilleurs ont pu être libérés plus rapidement pour répondre à d'autres urgences. Financé par Québec à hauteur de 750 000 $ sur 3 ans, le projet se poursuit avec un suivi serré et une vérification des retombées concrètes dans la communauté. L'entreprise de livraison Intelcom annonce la fermeture prochaine de son centre de tri de Belleuil. La décision s'inscrit dans un important projet d'expansion, la construction d'une nouvelle installation automatisée de 190 000 pieds carrés à Candiac, prévu pour 2027. Selon le journal La Presse, le chantier représenterait un investissement de plus de 45 millions de dollars. Le futur centre doit accueillir environ 170 employés. En contrepartie, les installations de Belleuil, qui comptent 45 travailleurs, et de Saint-Laurent à Montréal, avec 180 employés, devront fermer. La grande majorité des employés de Belleuil seront transférés dès le mois de mai vers un site temporaire à Candiac. Intelcom affirme que cette transition permettra de renforcer sa présence sur la Rive-Sud et d'améliorer la performance du service, tout en assurant que les clients de la vallée du Richelieu continueront de recevoir leurs colis sans changement. Le gouvernement du Québec prolonge l'interdiction de déplacer certains animaux sauvages dans plus de 150 municipalités de l'Estrie et de la Montérégie. Jusqu'au 6 avril 2026, il est interdit de capturer ou relocaliser des ratons laveurs, des moufettes, des renards et des coyotes. Cette mesure vise à limiter la propagation de la rage du raton laveur, alors que de nouveaux cas ont récemment été détectés, notamment dans le secteur de Stansted et Ogden. Les autorités rappellent qu'un animal peut être porteur du virus sans présenter de symptômes pendant plusieurs semaines. L'interdiction s'applique aussi au transport d'un animal blessé ou orphelin vers un refuge. Déplacer un de ces animaux peut entraîner une amende. Les citoyens sont invités à se renseigner sur les méthodes sécuritaires pour éloigner la faune de leur propriété ou à contacter les autorités. Une pétition officielle vient d'être lancée sur le site de l'Assemblée nationale du Québec pour réclamer un meilleur financement des organismes communautaires et des organismes à but non lucratif. Les revendications s'inscrivent dans le mouvement de mobilisation communautaire ABOUT, qui dénonce depuis plusieurs mois le sous-financement du milieu communautaire. Les signataires demandent notamment un financement plus stable et prévisible, des démarches administratives simplifiées ainsi qu'une reconnaissance du rôle essentiel des organismes dans la société québécoise. La pétition presse aussi le gouvernement de rencontrer rapidement les ministres concernés afin d'identifier des solutions durables et de mettre en place un véritable travail de collaboration.
La pétition peut être signée en ligne sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. La MRC de la Vallée du Richelieu accorde plus de 100 000 pour soutenir le milieu culturel de son territoire. 2 artistes et 3 organismes reçoivent une aide financière dans le cadre de l'entente de partenariat territorial pour les arts et les lettres en Montérégie, en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et le ministère des Affaires municipales. Les artistes Françoise Falardeau et Louise-Marie Beauchamp figurent parmi les récipiendaires. Du côté des organismes, l'aide est accordée à La Grande Trappe, les Mots s'animent et l'Arrière-scène. Les projets soutenus vont de la création d'un livre d'artistes à une tournée de concerts pour la paix, en passant par des spectacles célébrant la parole canadienne-française, une expérience théâtrale immersive et la création jeunesse présentée en plein air. La préfète Marilyn Nadeau rappelle que la culture joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et le dynamisme des communautés de la vallée du Richelieu. La ville de Chambly resserre les règles entourant l'usage commercial des pesticides sur son territoire. Le conseil municipal a adopté un nouveau règlement qui encadre désormais l'application de pesticides, de fertilisants et d'autres produits de traitement de pelouse partout en ville, sauf en zone agricole et dans les corridors de transport. Les entreprises devront obtenir un certificat d'enregistrement municipal et tenir un registre détaillé de leurs interventions, incluant les produits utilisés, les lieux et les dates d'application. La Ville veut ainsi réduire la contamination des sols et des cours d'eau dans le cadre de sa politique environnementale 2022-2027. Des inspections récentes avaient révélé plusieurs affichettes non conformes après détraitement. Les contrevenants s'exposent à des amendes pouvant atteindre 4 000 $ pour une entreprise. Chambly encourage aussi les citoyens à privilégier des solutions écologiques comme l'herbicyclage ou les engrais naturels. Voilà, c'était votre résumé de l'actualité locale dans la vallée du Richelieu. On est à Saint-Charles-sur-Richelieu, devant la nouvelle caserne qui est en construction, en compagnie de la mairesse, Mme Julie Lucier. Bonjour. Bonjour. Donc, parlez-nous de cette nouvelle caserne-là. Comment vont les travaux? Ils vont bien, à vrai dire. Comme vous voyez, les murs sont montés. On espère qu'en théorie, on devrait avoir une caserne cet été. Là, ça avance. Là, on voit la forme. Tout le monde en parle dans le secteur. C'est un beau projet qu'on est fiers. On vient de faire la visite à l'intérieur, c'est assez impressionnant de voir l'ampleur de ça, comment c'est haut. Il y a des caractéristiques particulières comme une grosse baie de décontamination. À quel point c'est important pour la municipalité d'avoir cette caserne-là puis qu'elle soit là, à la fine pointe des nouvelles normes? Bien, c'est un projet qui date de plus de 20 ans. Notre caserne actuellement est 18. Puis on avait besoin d'offrir un service de qualité, mais aussi qui protège nos pompiers pour actuellement, mais aussi dans le futur. Ça fait qu'on voulait avoir une caserne qui allait durer 50 ans, mais aussi qu'on allait pouvoir, on pourrait dire, s'ajuster avec les nouvelles normes que le gouvernement nous exige. Fait que là, on a une baie de décontamination. On va offrir maintenant au cours de sûrement plus l'année prochaine, mais les premiers répondants. Fait que c'est tous des services qu'on vient bonifier avec la municipalité. Puis là, on va être sûr que nos pompiers vont être équipés puis ils vont être en sécurité dans cette nouvelle caserne. Au niveau des besoins, est-ce que c'était vraiment d'une importance capitale d'avoir cette nouvelle caserne-là pour la municipalité? Puis est-ce que ça pourrait bénéficier aussi à des municipalités autour, vous pensez? Bien, c'est sûr que l'envergure du projet, on va actuellement, bien, la première étape, c'est de s'apprivoiser cette nouvelle caserne-là avec les pompiers. On trouvait ça important de l'avoir sur notre territoire pour réduire les coûts. C'est sûr que c'est un projet d'envergure, mais à long terme, c'est vraiment une économie qu'on va avoir pour les services. Mais c'est sûr que là, actuellement, c'est après, on a déjà des ententes avec les autres municipalités, mais c'est sûr que si on peut leur offrir l'utilisation, la baie de décontamination ou la salle de formation qui est là, si on peut l'offrir, la salle, en échange de services et qu'il n'y aura pas... c'est des choses... je sais que notre chef pompier, le directeur pompier, ils ont déjà une vision à long terme, fait que c'est eux autres qui vont pouvoir le concrétiser, mais c'est sûr que l'envergure va aussi avec ce qu'on souhaite là, à l'avenir. Financièrement, comment on fait pour arranger ce montage-là financier? Comment ça fonctionne? C'est un beau casse-tête, là. Nous, on était chanceux il y a 4 ans. Le programme a changé.
On a révisé nos plans, on avait toute la documentation pour dire au gouvernement, il faut qu'on change notre caserne. Fait qu'on on a pu faire la démonstration au gouvernement que c'était vraiment une plus-value. Puis on a réussi à y chercher quand même plus de 5 millions dans subventions pour financer cette caserne-là. C'est quand même un projet au total de plus de 8 millions. Fait que c'est sûr que pas de subvention, ça aurait été très modeste comme projet. Mais là, étant donné qu'on a cette subvention-là, on a pu offrir vraiment une caserne de qualité là, pour nos pompiers, là, puis aussi pour la population. Là. Est-ce que ça aide d'avoir comme ça une nouvelle caserne, des belles installations pour attirer le talent, les nouveaux pompiers ou les personnes qui voudraient s'installer ici? C'est sûr que pour la rétention des pompiers, c'est des pompiers volontaires. Fait que c'est sûr que ça aide d'avoir une caserne qui va être vraiment optimale, puis qui vont être à l'aise et qui vont avoir l'espace pour le faire, puis un espace sécuritaire. Là. Ça aide vraiment là, à approcher des nouveaux pompiers. C'est un défi de chaque municipalité. Là. Pour terminer, là, c'est une caserne vraiment à la fine pointe, mais il y a encore des choses traditionnelles qui sont à l'intérieur, comme le tuyau pour descendre du deuxième étage au premier. Est-ce qu'on va pouvoir venir l'essayer quand ça va être prêt? Je sais pas, ça va falloir regarder avec le chef pompier. Il y a quand même des normes pour la descente, mais c'est sûr que le poteau, ça fait partie d'une caserne. Puis, pour accélérer aussi la transition vers les camions, fait que j'ai hâte de voir ça. Ça va être un très beau résultat, j'en suis certain. Merci d'avoir fait cette entrevue avec nous. Puis, on garde la municipalité en sécurité. On fait les bons efforts là, pour que tout le monde se sente confortable ici. Merci d'être venu. Merci à vous. Aujourd'hui, en studio, j'ai la chance de recevoir Gabriel Gaudreault, enseignant au cégep Édouard-Montpetit et marathonien, qui vient nous parler d'une histoire bien intéressante. Bonjour, Monsieur Gaudreault. Allô, allô. Enchanté. Enchanté. Donc, dans le fond, vous êtes marathonien. En fait, ça serait faux de dire que je suis officiellement marathonien parce que je ne le suis pas encore, du moins. C'est un défi que vous vous êtes donné pour 2026, par contre. Effectivement. Donc, ça fait partie de ma liste d'objectifs pour cette année. Donc, voilà. Je vais prochainement m'attaquer, dans le fond, à un événement qui s'appelle le Marathon des Sables. Oui, en Turquie. Exact. Donc, c'est l'édition qui se passe en Cappadoce, en Turquie. Voilà, on parle de 120 km en autonomie. Et pourquoi? Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire? En fait, je suis enseignant au cégep Édouard-Montpetit, vous l'avez déjà nommé. Puis, souvent dans mes cours, je dis souvent à mes élèves que la persévérance, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours shiny, si vous me permettez l'expression. Et puis, en fait, j'ai décidé de passer de la parole aux actes. Dans le fond, j'ai décidé de démontrer avec des actions à vos élèves. Exactement. Okay. Donc, c'est beau de dire oui, lâchez pas, c'est difficile, mais il faut continuer. Je trouve que le meilleur exemple à donner, c'est moi-même de mettre dans une situation où je vais devoir faire preuve de persévérance. Est-ce qu'il y a eu un grand cheminement avant de décider de s'inscrire? Est-ce que, là, j'imagine que vous êtes en entraînement. Comment ça se passe? Oui, en fait, ça fait déjà... Je vous dirais que l'algorithme des réseaux sociaux étant bien fait, je m'attarde souvent à toutes sortes de choses en lien avec la course. Puis un jour, j'ai eu cette publicité-là du Marathon des Sables qui est apparue dans mon fil de réseaux sociaux. Puis je me suis dit, wow, mais ça a donc bien de l'air intéressant, ça a donc bien de l'air le fun. Je trouvais que ça venait me rejoindre sur plein de facettes. Puis, c'est ça. Fait que finalement, j'ai lu un peu sur le défi, j'ai regardé comment ça marche, comment ça fonctionnait. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, je le fais. Puis, je vous dirais que j'ai prévu ça un bon 18 mois d'avance. Okay. Donc là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est environ à 4 mois du départ, 4 mois et demi approximativement. Donc, ça fait déjà une bonne année que je mûris l'idée, que je m'entraîne, que je visualise beaucoup. Donc, bien hâte. Puis, comment vous vous sentez à 4 mois du grand départ? Très excité, honnêtement. Honnêtement, c'est à chaque jour qui passe, je suis de plus en plus fébrile. Je vais vous l'avouer, là, très sincèrement, c'est un défi qui me fait peur.
Avec raison. Puis en fait, je pense que je serais pas normal non plus si j'avais pas peur du défi. Puis ça fait un petit peu partie là, de ce que je dis à mes étudiants, justement. Quand on se lance des défis d'envergure, des objectifs exacts, ben, c'est normal qu'il y ait une peur, une nervosité. Puis en fait, ben, c'est ce qui rend l'accomplissement encore plus incroyable là, à la fin. Là. Mais vous l'avez dit, se dépasser, c'est pas toujours confortable. Pensez-vous que pendant la course, vous allez pouvoir avoir quand même une petite pensée pour vos élèves? Pensez-vous que ça va être le motivateur de continuer d'avancer? Bien, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui veut vraiment montrer. Dans le fond, peut-être que ça fait partie de ma nature enseignante, disons ça comme ça. Là. Mais oui, c'est sûr que je vais penser à mes étudiants, mais je vais aussi penser à mes enfants qui sont impliqués dans le projet. Je m'excuse, ça me touche un petit peu parce que, veux pas, ben, c'est sûr que c'est un projet qui est gros. Oui. Puis un projet comme ça, ben, ça se fait pas sans l'appui de ma conjointe, de mes enfants. Donc, c'est sûr et certain que ça me pousse beaucoup. Puis, ben voilà. Donc, j'espère que tout ce beau monde-là vont pouvoir être témoins de la ligne d'arrivée, finalement, quand je vais traverser. Vous êtes émotif quand vous parlez de votre femme puis de vos enfants. Comment, eux, ils vous supportent dans ce projet-là? Bien, c'est incroyable, là, en fait. Je veux dire, tu sais, toutes les heures d'entraînement qu'un projet comme ça peut nécessiter, finalement, bien, c'est des heures où c'est pas nécessairement moi qui s'occupe des enfants. Ça peut être justement de s'occuper des enfants pendant que je suis pas là, mais ma conjointe aussi a fait un nombre de courses incroyables avec moi. Elle m'accompagne, elle me pousse quand je me fais des petits bobos, quand que j'ai l'impression que j'avance pas. Elle est toujours derrière moi en train de me dire de ne pas lâcher, de continuer. Mes enfants sont impressionnés dès que je cours 20 mètres. Fait que c'est sûr que de voir leurs yeux qui brillent à chaque fois que je pars courir. Le motivateur. Exact. Puis quand je reviens de courir, à chaque fois, la première chose que mon fils me demande, c'est « Papa, t'as couru combien de kilomètres aujourd'hui? » Donc, c'est pour tout ça, finalement. C'est sûr que c'est... L'événement en soi, je cherche à inspirer, mais je me rends compte, finalement, que c'est moi qui est inspiré par plein de gens autour de moi. Oui. Puis vous n'avez pas juste le support de votre famille et de vos étudiants, vous avez aussi le support de la ville de Carignan. Oui, effectivement. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, je me suis renseigné sur... parce que je ne vous ferai pas de cachette, un projet comme ça coûte beaucoup d'argent. Donc, je me suis renseigné un peu autour de moi pour savoir c'était quoi les options que j'avais qui pouvaient m'aider à accomplir ça. Honnêtement, je cherchais n'importe quelle forme de support. J'ai approché la ville de Carignan, ils ont été vraiment ouverts à l'idée. Parce que vous êtes résident de la ville de Carignan, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut le dire. Oui. Effectivement, donc c'est dans cette ville-là où je m'entraîne. Oui. Donc, disons que j'ai parcouru pas mal de sentiers et de rues à Carignan. Et puis, je me suis dit, je me demandais, est-ce qu'ils ont un espèce de programme d'aide ou quelque chose comme ça pour les sportifs? Puis finalement, j'ai été super bien accueilli. On m'a reçu, on m'a donné de l'appui financier, mais j'ai vraiment senti aussi qu'ils étaient derrière moi. Puis honnêtement, je suis vraiment super content. Puis ça me rend d'autant plus fier de faire partie de cette communauté-là, oui. Pardon. Donc voilà, très, très content d'avoir l'appui de la ville. Puis voilà. Puis en terminant, M. Gaudreau, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de ce message? Bien, que dans le fond, on vit en ce moment dans une espèce d'ère où est-ce que tout est ancré vers la facilité et ce que j'appellerais le confort, et ou la zone de confort, comme certains aiment l'appeler. Puis en fait, ce que j'aimerais passer comme message, c'est que l'accomplissement, qui, à mon avis, est une grande clé du bonheur,
ça passe pas toujours par le confort et je dirais même rarement. Et donc, je dirais que le message ultime, c'est soyez un petit peu inconfortable, puis prenez des risques, essayez des choses, sortez de votre zone de confort, puis ce qui va en ressortir, honnêtement, je vous jure que ça en vaut la peine. Donc, on vous souhaite bonne chance pour juin 2026 en Turquie. Merci beaucoup. Puis merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour l'invitation. On est maintenant à l'organisme Covabar qui s'occupe de la gestion de l'eau, surtout de la rivière Richelieu. On est avec le directeur général, M. Sylvain Lapointe. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour discuter de ce que vous faites durant l'hiver. En commençant par peut-être une question au niveau de l'avenir de l'organisme avec tout ce que vous voyez comme le gouvernement provincial, l'état de stagnation actuel. Qu'est-ce que ça vous affecte? Bien, nous, dans le fond, à l'instar de plusieurs organismes communautaires, ça fait quand même plusieurs années que nos budgets sont gelés, mais il en demeure pas moins aussi que dans tout notre mécanisme de concertation, on a à travailler avec les ministères, etc. Et actuellement, la situation actuelle fait en sorte que tout le monde est un peu dans un état d'attentisme d'une certaine façon. On a beau dire que le gouvernement fonctionne quand même, il en reste pas moins que lorsque le chef ou la chef de la CAQ sera décidé, puis qui sera le premier ou la première ministre, on aura donc un nouveau conseil des ministres. Donc, ça fait en sorte que les gens ont une semaine pour lire leur briefing book, d'une certaine façon, se remettre en place. On va repartir en campagne électorale, etc. Alors, c'est sûr que dans les administrations, ça crée à quelque part... on sait qu'il va y avoir un jeu de chaise musicale aussi dans les sous-ministres, etc. Alors, c'est sûr que ça complique un peu nos relations avec l'État, à savoir la personne à qui on parle une semaine, est-ce qu'elle sera encore là dans un mois, etc. Donc, ça crée une situation un peu... Parce que les organismes comme la vôtre sont un peu des sous-traitants des responsabilités, par exemple, ici du gouvernement, du ministère de l'Environnement du Québec. Vous faites la gestion de l'eau, de la rivière Richelieu. Ce que vous me dites, là, c'est qu'une instabilité au niveau provincial peut vous empêcher d'avancer des dossiers. Bien, effectivement, parce qu'on est toujours... on va à notre rythme quand même. On essaye, veut pas, de faire en sorte que nos actions soient conséquentes d'une certaine façon, avec des résultats. Mais il en demeure pas moins que ça crée toujours quand même une ambiance de retenue, je dirais, dans le sens que on fonce, mais un peu dans le tcha-tcha, d'une certaine façon. On fait un pas en avant, deux pas en arrière, etc. C'est sûr que ça fait en sorte que pour les 40 OBV au Québec, je vous dirais que ça crée une certaine inquiétude, je dirais, parce que, bon, on a rechangé de ministre de l'Environnement. Alors, donc, quelles sont les orientations réelles? Le premier ministre avait donné un mandat à M. Drainville qui était pratiquement de remettre l'économie avant l'environnement. On voit un peu plusieurs entreprises qui cherchent encore à respecter l'environnement, mais on leur donne la latitude, quelque part, de passer à côté des réglementations. Alors, c'est dans ce sens-là que ça devient inquiétant. Et nous, comme vous le disiez, effectivement, on se considère un peu comme un sous-traitant de l'environnement pour le ministère, puisqu'on a cette responsabilité-là de la concertation au niveau des acteurs de l'eau. Et pour éventuellement soutenir notre manque de financement, bien, on a nos équipes de chantier, on a dans le fond, avec lesquelles on réalise des projets qui nous permettent, d'une certaine façon, de complémenter le financement qu'on n'a pas de l'État pour notre mission. Pour les gens qui connaissent moins un peu comment fonctionnent les organismes à but non lucratif de l'intérieur, pouvez-vous nous expliquer, ça ressemble à quoi le financement? J'imagine que c'est en portions. Vous avez une portion de financement à la mission, que là, ça, c'est une enveloppe particulière. Qu'est-ce que ça représente et comment vous réussissez à financer le reste de vos opérations? Bien, avec le ministère de l'Environnement, on a une entente justement pour la mise en place de la concertation pour la gestion intégrée de l'eau. Alors, on a un budget de base qui nous est là, qui nous permet d'avoir une direction générale, un secrétariat, un responsable du PDE, parce que notre mission est aussi d'assurer le PDE, le plan directeur de l'eau, qui est une forme de planification stratégique des actions pour la protection de la rivière, la protection de l'eau. Et comme on a quand même
on dit un grand territoire, mais c'est pas qu'on a un grand territoire, c'est qu'on a une multitude, d'une certaine façon, d'intervenants sur notre territoire. Parce que de Lacolle à Sorel et de Brossard à Sorel, on travaille quand même avec 66 administrations municipales, l'agglomération de Longueuil, la communauté métropolitaine de Montréal, qui nous rajoute, d'une certaine façon, une couche de réglementation, d'une certaine façon. Alors, ça fait en sorte que, dans le fond, on a à assumer des responsabilités qui sont différentes que d'autres OBV. Alors, pour le Québec, il y a un budget pour les 40 organismes de bassin versant qui est divisé en 40. Alors, malgré qu'on ait 11 de la population du Québec sur notre territoire, bien, j'ai pratiquement un 40e du budget des OBV au Québec. Alors, c'est un mode de financement qui est remis en question depuis plusieurs années, mais auquel personne ne veut s'attaquer. Et là aussi, c'est aussi la résultante, je dirais, peut-être du manque de vision globale de l'État en matière de gestion de l'eau, avouons-le, ce qui fait qu'on souhaite que ça change. Donc, éventuellement, on parlait de perspective de l'État, de perspective gouvernementale. Alors, on cherche qui aura une vision de l'eau dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est plate qu'on soit tributaire comme ça de trouver une nouvelle personne pour avoir cette vision-là, puis qui peut avoir des personnes qui étaient déjà en place, qui n'ont pas réussi à le faire. C'est quoi les forces qui empêcheraient d'avoir une vision déterminée pendant un certain temps? Bien, écoutez, je pense qu'on tend à vouloir mettre l'économie, je pense que c'est légitime d'une certaine façon, parce que pour s'occuper de tous les autres dossiers dans la société, il faut créer de la richesse. Mais il en demeure pour moi que l'environnement, c'est nos milieux de vie. Alors, est-ce qu'on veut des gens en santé? Est-ce qu'on veut des gens avec des milieux de vie agréables, avec une eau de qualité, une eau accessible? C'est là qu'est toute la question. Alors, tout ça découle d'une vision globale aussi, à un moment donné, de la gestion de notre société. Et l'eau est de plus en plus, tant qu'à moi, un élément transversal et essentiel au développement du territoire. Actuellement, il y a des municipalités qui sont en moratoire pour leur propre développement parce que d'un, elles ne peuvent pas fournir d'eau potable. Puis même si elles fourniraient, ils ne peuvent pas la traiter pour leurs eaux usées parce que l'usine ne rencontrerait pas, d'une certaine façon, les besoins de la communauté. Alors, je pense qu'en ce sens-là, il faut revoir les paradigmes au niveau gouvernemental reliés à la gestion de l'eau pour les voir comme un élément essentiel aussi à l'économie aussi de nos régions, parce qu'actuellement, plusieurs municipalités sont en attente du développement. Et tant que les municipalités aussi, parce que c'est un sempiternel dossier, la révision fiscale au niveau des municipalités, alors là aussi, je pense que ça vient en ligne de compte par rapport à tout ce qui peut être des éléments de mise en place d'une société, d'une certaine façon, qui a les moyens de s'assumer. On va souhaiter là, que ça puisse aboutir, puis on va voir avec les prochains gouvernements si vous serez en mesure de faire tomber ce message-là. C'est à suivre, et nous, on est toujours là pour alimenter la réflexion des gens qui veulent prendre des décisions, éventuellement. Oui, mais vous devriez avoir plus de pas, justement, pour faire valoir ces idées-là. Ce qu'on va faire, on va aller prendre une petite pause de 2 minutes, puis on va revenir avec M. Lapointe, qui est directeur général de Covabar. On va parler plus de vos réalisations durant l'hiver. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. On est de retour avec Sylvain Lapointe, qui est directeur général de Covabar. On va maintenant aborder un sujet qui est très important pour plusieurs citoyens, c'est la route bleue. La route bleue qui va permettre de visiter la région. Pouvez-vous nous
expliquer l'importance de ça, puis qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le dossier? Bien, la route bleue, principalement, où est-ce que je voulais apporter le propos, c'est que la route bleue s'est mérité le prix Synergie la semaine dernière au Gala de tourisme Montérégie. Alors, parce que la route bleue, c'est quand même la concertation de 47 organismes, un dossier qui a été piloté principalement à Montérégie par Loisirs et Sports Montérégie et la ZIP du Haut-Saint-Laurent, de concert avec Cano-Kayak Québec et Eau Vive Québec. Alors, c'est ce qui fait qu'on a plusieurs circuits, plus d'une vingtaine de circuits de route bleue qui ont été développés actuellement, donc sur la rivière Richelieu, rivière Châteauguay, etc. Alors, donc, c'est réellement un axe qui va permettre de donner des occasions de plein air, d'une certaine façon, aux Montérégiens, mais aussi que ça soit éventuellement une justification pour inviter les gens de l'extérieur aussi à venir découvrir la Montérégie en circulant sur nos cours d'eau. Ce prix-là, est-ce que ça va avoir, vous pensez que ça va faire un bon coup de publicité? Ça va attirer les gens? Bien, on le souhaite d'une certaine façon, mais ce que ça vient quand même consacrer, c'est l'ensemble du travail qui a été fait par les 47 organisations en Montérégie, que ce soit des organisations de loisirs, des municipalités, des organismes comme le nôtre, parce qu'on est quand même membre du comité directeur de la Route bleue, considérant la rivière Richelieu est quand même la colonne vertébrale de la Montérégie, d'une certaine façon, une des principales rivières. Alors, en ce sens-là, pour nous, c'est important de s'allier à Loisirs et Sports Montérégie pour le développement de la route bleue. Et on est bien heureux d'avoir participé et d'être tributaire de ce prix, d'une certaine façon, qui vient consacrer les efforts faits par tout le monde. Qui est bien mérité. Il y a aussi une nouvelle exposition. Pouvez-vous nous en glisser un mot? Et oui, on a participé le 8 février dernier à l'inauguration, au vernissage de l'exposition des rivières en héritage qui est présentée par le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Alors, on nous fait plaisir de s'associer à eux pour faire justement la promotion. C'est 5 artistes qui ont dédié leur œuvre avec différentes disciplines, justement, la gestion de l'eau, la nature, et on trouvait que c'était une belle façon de lier la nature à la culture. Alors, c'est en ce sens-là que le Covabord s'est fait un plaisir de collaborer avec le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Ça sera disponible du 7 février au 22 mars. Effectivement. Vous pouvez vous procurer l'information pour y accéder. Sur le site du musée ou même sur notre page Facebook, on fait la copromotion avec le musée de cette exposition-là. Dernier petit sujet, vous aviez une offre à faire aux étudiants qui nous écoutent. Pourquoi ça serait intéressant de venir passer l'été ici avec vous? Bien, effectivement, on a quand même près d'une dizaine d'emplois qu'on offre, donc c'est pour des étudiants. On souhaite des étudiants soit en biologie, en écologie ou etc., qui sont dans des domaines liés à la nature. C'est une belle occasion pour parce qu'on a nos agents de sensibilisation qui patrouillent la rivière. Alors, il y en a 4 qui s'y appliquent sur ces postes-là. Vont avoir l'occasion de patrouiller sur la rivière, se promener en chaloupe ou en vélo autour du bassin de Chambly pour la protection du chevalier cuivré. Et on a aussi nos équipes d'arrachage de châtaignes d'eau qui travaillent sur la rivière du Sud et la rivière Richelieu entre Saint-Jean et Henryville, parce que ça fait quand même tout près maintenant d'une dizaine d'années qu'on fait le contrôle de la châtaigne d'eau dans la rivière du Sud. C'est quel type d'étudiants universitaires? Bien, éventuellement, post-secondaire, donc au collégial ou universitaire. C'est quand même des belles occasions pour eux d'une certaine façon, d'allier l'expérience aux études, donc, et d'être directement les deux mains dans l'eau. Les deux pieds, les deux mains. Les deux pieds, les deux mains. Non, ça doit être spécial de passer l'été comme ça en étant un étudiant, de se balader là, sur la rivière. Oui, c'est des belles occasions de rencontre, d'une certaine façon, parce que les agents de sensibilisation rencontrent les pêcheurs, les plaisanciers sur la rivière pour les sensibiliser à la réalité du chevalier cuivré, parce que la principale raison de la patrouille, c'est que du 20 juin au 20 juillet, c'est la saison de frai du chevalier cuivré. Alors, on protège le refuge d'une certaine façon en faisant cette dimension par la promotion qu'on fait auprès des usagers de la rivière. À quel moment les offres vont être disponibles? Ils sont disponibles éventuellement sur notre site Internet, sur le site aussi d'Emploi Canada, parce que c'est des emplois éventuellement qui, on espère, recevront leur subvention d'une certaine façon pour la prochaine saison. Mais sur notre site Internet, là, à covabord.qc.ca, les gens peuvent consulter des emplois. L'appel est lancé. M. Lapointe, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci, c'est toujours un plaisir.
On reçoit maintenant en studio Marc-André Guertin, qui est maire de Mont-Saint-Hilaire. Bonjour, M. Guertin. Bonjour. On a une bonne nouvelle. On a maintenant un bail pour le manoir Rouville-Campbell. Comment ça s'est dessiné, cette histoire-là? Bien, c'est un processus qui s'est quand même échelonné sur quelques années, mais on a trouvé un bon opérateur, en fait, le groupe Belvoir, des gens qui sont habitués de traiter de bâtiments d'intérêt patrimonial comme le manoir Rouville-Campbell, puisque dans leur portfolio d'immeubles qu'ils louent comme ça, ils en ont d'autres. Un groupe qui est vraiment sensible à l'égard de toutes les questions culturelles, qui est animé par l'achat local, puisqu'ils sont notamment actionnaires de l'entreprise, je ne sais pas si vous connaissez, mais Signé Local et autres. Donc, vraiment, on pense qu'au fil des mois, on a tissé une collaboration qui est porteuse pour les années à venir. Donc là, ils sont officiellement, depuis le début du mois de janvier, les opérateurs du manoir et les activités devraient graduellement là, reprendre vers la fin de l'année 2026, mais entre-temps, il y aura des tournages, des activités et autres. Ça a pris du temps avant de trouver ce partenaire-là. Ça a été un long processus de dating, là. Oui. On se souvient, là, des fois, on doutait même si on allait être capable de remettre le manoir en opération. Comment ça s'est fait? Bien, en fait, nous, on n'a jamais douté, mais oui, il a fallu un brin d'audace parce que c'est inusité pour une ville que d'être propriétaire d'un hôtel. Étonnamment, dans la loi, on peut être propriétaire d'un centre des congrès, mais pas d'un hôtel. Donc, nous, il a fallu trouver nos points d'ancrage réglementaires. Donc, en vertu de la loi sur le patrimoine, bien, on a trouvé à la fois les outils légaux qu'on avait besoin pour rentrer en relation comme ça avec un opérateur privé, mais c'est surtout qu'on voulait rester centré sur nos objectifs politiques. Hein. La première chose, c'est de préserver ce patrimoine-là qui est unique à l'échelle de la région même du Québec, qui est le manoir, de trouver une bonne orientation en matière d'animation culturelle et autres. Donc, ça a été comme une relation qui s'est construite au fil des mois, puis là, qui porte fruit. Puis déjà, on me dit que les choses vont rondement, le recrutement de personnel et les travaux de rénovation qui seront pris en charge. Mais surtout, pour certaines personnes qui, en effet, trouvaient que c'était peut-être un peu long puis que ça pourrait être onéreux, bien, on a, dans le fond, une entente financière avec un bail triple net ici qui s'avère franchement avantageux pour la ville de Mont-Saint-Hilaire. Puis on pense aussi quand même qu'il est bénéfique pour les futures opérations puis pour la pérennité du manoir. Ce bail-là, par exemple, est-ce qu'il est modulaire? Est-ce que, par exemple, il va y avoir une tarification différente dépendamment de la rentabilité de l'immeuble? Bien, en fait, oui. Alors, c'est un loyer qui va être progressif. Donc, on parle à terme d'un loyer qui va être versé de plus de presque 2 millions de dollars. Donc, c'est quand même un montant non négligeable, mais c'est un loyer sans être trop technique, là, qu'on qualifie de triple net. Donc, essentiellement, le locataire doit payer ses impôts fonciers, il va s'occuper de l'entretien, mais même de certains travaux de rénovation. Donc, essentiellement, la charge financière est maintenant sur les épaules de notre futur opérateur. Plan climat? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ça? Comment on l'implémente en 2026? En fait, ça va bien. Je vous dirais, 2025, vraiment, notre objectif, c'était de trouver des moyens pour propulser notre plan climat, chose accomplie, notamment avec l'aide du gouvernement du Québec. Je vais être un peu fier là, de vous dire que dans le dernier appel de projet pour financer des initiatives, là, ce que nous, on appelle le programme ATCL, Accélérer la transition pour le climat, le troisième plus gros financement dans la région de Montréal, c'est Mont-Saint-Hilaire qui l'a eu, donc Montréal, Longueuil et Mont-Saint-Hilaire. Donc, ça vous donne une idée. Vous pouvez être fier, oui, c'est quand même un financement non négligeable de plus de 3 millions de dollars. Donc c'est ça. On travaille sur quoi? On travaille sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments pour réduire leur empreinte carbone. On travaille toujours sur l'électrification de nos transports. Donc, vous allez voir qu'à Mont-Saint-Hilaire, nos artisans municipaux se promènent de plus en plus en électrique. Mais on travaille aussi sur des mesures, dans le fond, d'éducation puis de formation à l'environnement auprès de nos citoyens. Puis cette année, on devrait avoir une cohorte citoyenne, c'est-à-dire des citoyens qui se regroupent avec un accompagnement offert par la Ville pour voir comment, dans le fond, on peut réduire notre empreinte carbone, comment, dans le fond, on peut être exemplaire dans nos pratiques pour maintenir une belle qualité de vie à Mont-Saint-Hilaire sans nécessairement peser trop lourdement sur le climat. Donc, c'est plein d'initiatives, mais de façon générale, le plan climat va bon train. On vient même d'engager une nouvelle ressource qui doit nous aider à, travailler avec des citoyens, travailler avec des commerçants ou autres, vraiment faire vivre notre plan climat.
Parce qu'on parle souvent que les vrais changements au niveau environnemental doivent se faire au niveau municipal. Là, vous me parlez d'un groupe de citoyens. Quel genre d'idées est-ce que vous pensez que ces gens-là pourraient avoir? Bien, en fait, on pense à toutes sortes de choses, mais c'est vrai que, tu sais, on pense tout le temps globalement, c'est-à-dire que les enjeux climatiques, c'est des enjeux globaux, mais on doit agir localement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est favoriser le transport actif, par exemple, pour utiliser moins les véhicules à combustion. Ça peut être nos modes de chauffage. Hein. Une part importante de l'empreinte carbone de bien des gens, c'est encore le mode de chauffage de leur résidence et tout. Donc, comment on peut travailler à l'échelle résidentielle, l'efficacité énergétique? En fait, c'est de regarder de façon non moralisatrice toutes nos habitudes de vie, puis de voir comment on peut les bonifier. Puis ce qui est de beau dans cette approche de cohorte citoyenne-là, c'est que tout le monde va choisir, dans le fond, le prochain pas qu'ils peuvent, le prochain geste qu'ils peuvent poser ou le prochain pas qu'ils peuvent faire de manière individuelle. Donc, pour vous, peut-être que vous voudrez considérer des habitudes alimentaires, d'autres des habitudes de transport, d'autres des travaux de rénovation. Puis on veut que, dans le fond, tout le monde participe, mais de façon volontaire. Non, je comprends. C'est important, ce point-là. Peut-être chacun peut prendre les bouchées qui lui conviennent, mais qu'au final, on va avoir fait des changements dans différents aspects de notre vie qui vont s'accumuler. Exactement. Logement social, c'est important pour votre administration, mais beaucoup d'administrations dans la région. Comment est-ce que la municipalité de Mont-Saint-Hilaire peut améliorer cette facette-là de la vie des gens? Bien, en fait, Mont-Saint-Hilaire se distingue parce qu'on a notre politique d'habitation et d'abordabilité. Donc, pour nous, on regarde le logement de façon globale. Beaucoup de personnes âgées à Mont-Saint-Hilaire nous disent qu'ils veulent rester à Mont-Saint-Hilaire, même si, dans le fond, ils se sentent moins à l'aise de vivre dans une maison unifamiliale et autres, mais ils veulent rester à Mont-Saint-Hilaire. Donc, pour nous, c'est autant d'aider les personnes âgées qui veulent rester à Mont-Saint-Hilaire que les jeunes ou plus jeunes citoyens qui veulent fonder une famille puis qui voudraient, dans le fond, pouvoir s'établir dans la ville où ils ont grandi. Donc, pour nous, c'est de loger notre monde, essentiellement. Alors, différentes approches pour la mise en œuvre de notre politique d'habitation, notamment de maintenir notre inventaire d'immeubles locatifs pour pas qu'il y ait de rénoviction ou de transformation de bâtiments où ils offrent plusieurs logements, mais finalement, on rase ça puis on construit une maison, puis là, bien, on s'adonne à avoir moins de logements à Mont-Saint-Hilaire. On regarde différentes approches. Bon, on remarque une certaine densification. À Mont-Saint-Hilaire, on le fait le long des axes de transport collectif, donc proche de la gare, sur le boulevard Laurier, parce que bien, on veut protéger notre montagne nécessairement, mais on veut aussi que les gens soient moins dépendants de l'automobile, donc d'avoir du logement proche du transport collectif. Puis il y a différents projets de logement social et abordable. Je tiens à rappeler quand même que c'est à Mont-Saint-Hilaire qu'on a le plus de logements sociaux de toute la vallée du Richelieu. Et on en est fiers parce que la cohabitation est parfaite, même si je vous mettais au défi de trouver à Mont-Saint-Hilaire où se trouve le logement social, puis je vous offrais 3-4 chances, je pense que vous ne seriez pas capable de m'identifier tous les immeubles tellement ils sont bien intégrés dans le tissu urbain. Donc, c'est dans cette même logique-là, on veut continuer à faire notre part, loger notre monde, s'assurer que ça soit abordable. Les défis sont énormes, c'est loin d'être simple, mais petit pas, on va y arriver. Fait que l'objectif est vraiment au niveau du maintien, étant donné que vous avez déjà beaucoup de logements sociaux. Ah non, on a des intentions de développement. Oui. On s'est donné comme objectif de réaliser 2 projets de logement social ou abordable dans les prochaines années. Mais on ne peut pas que développer, il faut aussi maintenir le stock d'habitation. Parce que les outils que vous avez, c'est surtout au niveau réglementaire. J'imagine que les enveloppes sont limitées. Le seul moyen, c'est avec, si on augmente ou on fait des gains au niveau des taxes. Oui, vous avez raison. Le principal levier d'une ville, c'est son cadre réglementaire. Mais il faut aller au-delà de ça. Donc, on a des terrains qui sont disponibles et on travaille avec des entrepreneurs collectifs en logement. Donc, ça se trame. C'est jamais simple. Dans la mesure où, des fois, il y a des programmes de financement qui viennent des autres paliers de gouvernement qui nécessitent des projets qui sont d'une envergure qu'on ne voudrait pas avoir à Mont-Saint-Hilaire, juste à cause de la taille des terrains. Mais aussi, on a créé une enveloppe dédiée au logement social l'année dernière. Donc,
les montants qu'on a mis dedans sont relativement modestes. Là, on parle de quelques centaines de milliers de dollars, mais quand même, on espère que ça va. Pour terminer rapidement, il y a eu un prix qui a été donné pour la route bleue, dont il y a des arrêts à Mont-Saint-Hilaire. Encore un autre point, vous pouvez être fier. Bien, en fait, les félicitations vont aux promoteurs de cette initiative-là. Je pense notamment au Covabar qui a collaboré à cette initiative-là. Mais oui, on a aménagé, grâce à notre budget participatif, un accès à l'eau pour non motorisés, là, pour paddleboard ou des kayaks, canots et autres. On appelle ça la place Saint-Henri, qui est en lien avec la rue Saint-Henri. Mais on a 2 autres accès à l'eau qui devraient être aménagés dans les prochains mois. Donc, on est heureux. Avant, on n'en avait qu'un seul. Maintenant, on en a 2. Puis, à terme, on devrait en avoir 2 autres. On travaille peut-être même sur un 5e. Donc, on contribue à la route bleue et à notre très chère rivière Richelieu. Marc-André Gartin, vous êtes maire de Mont-Saint-Hilaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je vous souhaite une belle année 2026. Revenez nous voir là, cet été pour discuter des activités et notamment de la route bleue. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation puis au plaisir. Chronique culturelle avec Marie-Ève Brisebois qui s'est déplacée vers la 12e édition du festival Chaufferette. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. C'était comment le festival cette année? C'était très bien, en fait. Donc, ça s'est tenu le 6 et le 7 février dernier. Il faisait froid. On n'appelle pas ça chaufferette pour rien. Mais la foule était quand même au rendez-vous. Beaucoup de citoyens, beaucoup de jeunes enfants, des adolescents qui s'étaient donné rendez-vous sur place aussi. Donc, tout le monde a trouvé leur compte. Pour les jeunes enfants, il y avait la zone famille, avec, entre autres, l'organisme L'Arc-en-Ciel pour les dépendances. Donc, il y avait un petit espace pour maquiller les enfants et tout. Puis, en même temps, ils faisaient de la prévention pour tout ce qui est dépendance dans la région. Il y avait évidemment de petites escalades sur jeux gonflables. Donc, les enfants, avec le coin nourriture, étaient très, très bien heureux d'être sur place. On voyait beaucoup de sourires. C'était quoi l'ambiance, le décor? Parle-nous de qu'est-ce que tu as vu. Bien, en fait, le Festival Chaufferette, c'est vraiment un festival avec une projection lumineuse. Donc, l'église Saint-Mathieu dans le Vieux-de-Belleuil était illuminée par plus de 300 dessins que des enfants des écoles de la région ont répondu présents. Ils ont envoyé leurs dessins, on pouvait voir les projections sur l'église. À travers ça, il y avait la scène avec de l'animation, de la musique, évidemment, pour faire bouger tout le monde. Puis, ça bougeait beaucoup. Est-ce qu'il y avait des DJ, des musiciens? La Légion canadienne fêtera ses 100 ans en 2026 et on rejoint Michel Abourousse, qui est premier vice-président de la filiale à Otterburn Park. Bonjour, M. Abourousse. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Expliquez-nous pour les gens qui ne sont pas familiers encore avec qu'est-ce que c'est la Légion canadienne? La Légion, ça a été formé il y a longtemps, comme on peut savoir, en 1926. C'était un regroupement d'anciens militaires ensemble pour qu'ils puissent se divertir et puis passer du moment ensemble pour jaser des mêmes choses. Mais ça s'est développé beaucoup avec le temps. La Légion, c'est une place où on se rencontre pour aider les vétérans et leurs familles. Et puis aussi, on fait partie de la communauté. On aide la communauté aussi. Ensuite, on fait on se rappelle des membres qui sont tombés au combat et on fait des parades de souvenirs, tout ça. Et ça fait partie aussi de la campagne de Coquelicot pour ramasser de l'argent. Puis... On reviendra à la campagne qui se tient à chaque année. Oui. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fait par des anciens militaires pour s'épauler là, entre hommes. Vous, expliquez-nous votre implication avec ça. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, je fais ça depuis 1996. Ça fait 30 ans, 30 ou 35, je ne me rappelle plus. Fait que dernièrement, depuis que je suis revenu au Québec, je m'implique plus avec la filiale à Otterburn Park. Je suis rendu premier vice-président et puis aussi officier d'entraide. L'officier d'entraide, justement, s'il y a un vétéran qui a un problème quelconque, il vient nous voir puis on essaie de l'aider. Ça peut être transport pour aller à l'hôpital, ça peut être de l'argent qu'il a besoin pour fermer son mois. Ça peut être aussi des relations avec les anciens combattants. Des fois, ils ne savent pas comment remplir les formulaires et tout ça. Alors, on peut les aider avec ça, aider leur cas, pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils ont le droit de recevoir. Vous avez été un membre de l'armée canadienne. Oui. Vous avez été au Canada pendant combien de temps? 30 ans, je pense? Moi, j'ai fait 37 ans de service en tout.
Il y a eu un bris à un moment donné, mais c'est quand même 37 ans. Fait que vous savez comment ça fonctionne. Ma question est plus, pourquoi c'est aussi important pour les militaires d'avoir un contact avec d'autres militaires? Bien, ils parlent le même langage. Tu sais, si je parle à un psychologue dans une soirée, je ne peux pas référer à ce que lui peut faire. Je ne peux pas savoir. Ou un médecin. Mais entre militaires, ils se comprennent. Ils ont le même langage tous les deux. Qu'est-ce qui caractérise ces langages-là? Les différentes missions, les véhicules qui ont travaillé dessus, les personnes qu'ils ont rencontrées, les missions qu'ils ont faites, les difficultés et les bons moments aussi. Il y a des bons moments aussi. Donc, ça aide vraiment de pouvoir avoir le même historique. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile pour une personne qui a vécu des choses difficiles à décrire pour retomber dans ses souvenirs ou pour vouloir en parler? Bien, ça m'est arrivé une couple de fois qu'une personne racontait un petit peu ce qu'il a eu comme problème. Et puis tout le monde, il l'a écouté. Il l'écoute. Il ne le coupait pas. Il relatait un peu ce qu'il a fait. Puis il y a peut-être certains souvenirs qu'eux avaient la même chose. Comme par exemple, juste aussi simple que sentir l'essence des véhicules dans le champ. Ou même les couvertures de véhicules. Il y a une certaine odeur qu'on se rappelle. Ça, c'est très quelque chose de pas facile à reproduire dans le côté civil, par exemple. OK. Fait qu'il y a des détails qui font que les autres qui écoutent l'histoire peuvent mieux nous comprendre sans avoir besoin de l'expliquer en profondeur. Exactement. Est-ce qu'il y a encore une culture où les soldats ont de la difficulté à parler de ce qu'ils ont vécu? Oui, certains soldats ne veulent pas parler de ce qu'ils ont vécu, puis ils ne veulent même pas obtenir de l'aide. C'est difficile. Il faut les convaincre. Il faut leur parler, il faut leur dire que c'est peut-être bon pour vous, puis essayer de les convaincre d'obtenir ce soutien-là qu'il y a besoin. Il y a même des vétérans qui sont itinérants aussi. Il y a un groupe qui s'occupe d'eux, puis il faut aussi les trouver, puis le convaincre à obtenir le service dont cette personne-là a besoin. Puis pourquoi c'est aussi difficile de les convaincre, vous pensez? Bien, certains d'entre eux ne font pas confiance au système. Le système, des fois, les a laissés tomber. Alors, ils disent « Ah, c'est trop long, il y a trop de paperasse à faire, c'est trop difficile, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. » Parce que c'est fou, hein? On envoie des gens au combat comme ça, là, ils vivent des choses difficiles quand ils reviennent. Si eux ont ce sentiment-là qu'ils se sont fait abandonner par les systèmes, alors qu'eux n'abandonnaient pas leur pays, ils étaient là pour... Oui, mais c'est ce qui se passe dans la plupart du temps. C'est peut-être pas tout le temps ça. Il y a certains qui vont en mission puis ils reviennent bien, mais il y en a d'autres qui sont très affectés. Le 21 février prochain, il y aura à Otterburn Park un événement pour souligner, dans le fond, le pire qui peut arriver à un ancien combattant, c'est de revenir puis de passer à l'acte, le suicide. Qu'est-ce qui va se passer cette journée-là? Bien, cette journée-là, c'est une journée commémorative. On a une liste d'une vingtaine de personnes qui se sont suicidées à travers les années. Tout simplement de se rappeler d'eux, de mentionner leur nom, et un petit peu le travail qu'ils ont fait avant de s'enlever la vie. On se rappelle d'eux. On ne veut pas les oublier. C'est pour ça qu'on est là. La Légion ne veut pas oublier nos vétérans tombés. Et puis aussi, ensuite, il y a aussi une présentation sur la prévention du suicide qui va être donnée par le Sentier, qui est très connu à Montréal. Ça aussi, on essaie d'aider les personnes à pouvoir reconnaître les signes du suicide, si on peut. Et puis, d'essayer d'aider les personnes qui veulent se suicider ou qui pourraient se suicider, et puis prendre les actions nécessaires pour ça. Pour les gens qui nous écoutent, qui auraient des militaires dans leur famille, ce serait quoi des signes à ne jamais négliger? Bien, pour commencer, si je me rappelle bien, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, c'est qu'ils se retirent de tout le monde. Ils se ferment sur eux-mêmes, ils ne veulent rien savoir. Et puis, des fois, ils parlent de se suicider. C'est un autre signe. S'il y a des personnes qui en parlent un peu, il faut leur parler, les encourager. Puis si c'est vraiment un gros problème, bien là, on appelle le 911 ou on les amène à l'hôpital. Il y a différents stages ou différentes façons de reconnaître ça. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'avoir eu un appel ou
d'un militaire, qu'il y avait des préoccupations autour de lui, puis vous avez pu comme un peu améliorer la situation? Oui, mais pas au point de se suicider. Je ne l'ai jamais vu encore, là. Je sais que c'est rare, mais quand même, il y en a. Peut-être même que vous auriez pu avoir un impact dans votre entourage. Bien, je l'espère, j'ai pu faire un certain impact, mais c'est surtout, comme par exemple ce matin, je viens de quitter le Café des vétérans à la Filale, à la Légion, et puis on était comme une douzaine, quinzaine, des fois on était 17 personnes. On se parle, on fait des farces, puis ça peut aider du monde à voir d'autres vétérans, puis à parler d'autres choses que sa vie quotidienne. Parce qu'on peut faire de l'humour aussi, ça aide de rire, hein? C'est pas toujours de se parler de ça c'était difficile, puis ça c'était difficile. On fait beaucoup d'humour, le plus possible. Dernier point pour terminer, la campagne des coquelicots, ça revient à chaque année en novembre. Pourquoi c'est important là, de participer pour amasser du financement? Bien, ça a commencé en France après la Première Guerre mondiale. Et les personnes qui ont commencé ça ramassaient de l'argent pour les vétérans qui n'avaient plus rien, ils avaient perdu leur maison, ils avaient perdu leur façon de vivre. Puis ça a continué avec les années. Et puis maintenant, on fait la campagne du coquelicot pour ramasser de l'argent pour aider les vétérans. Et puis ceux qui aident les vétérans. Fait qu'on distribue de l'argent à différents organismes qui aident la communauté et les vétérans inclus. Ça aide à ça aussi. Ça, c'est à l'automne? À l'automne, au mois de novembre. Au mois de novembre. Commence le dernier vendredi du mois d'octobre jusqu'au 11 novembre. Toute l'information sur le site www.legion.ca. Donc, on rappelle la date le 21 février à Otterburn Park, la célébration. Si vous êtes intéressé à aller faire un tour, vous êtes invité. Également, vous n'êtes pas obligé d'être un ancien militaire pour faire partie de la Légion. Vous pouvez être un citoyen comme les autres, puis participer. Il y a des activités, il y a plein de choses. Allez voir sur le site légion.ca. Monsieur Abourous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de continuer comme ça à aider votre entourage puis à donner l'envie aux gens de participer aux activités. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine pour le régional. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVA9 a besoin de vous. Contactez-nous à l'adresse info@tvr9.com pour obtenir toute l'information ou encore pour nous envoyer vos idées ou vos préoccupations. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une autre édition du Régional. Bonne semaine! À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.